dis que l'espace Euromed est déjà présent ici, présent par ses difficultés, présent par ce débat contradictoire, mais en même temps présent qui peut nous ramener vers un avenir que je vois toujours, un avenir positif malgré tous les problèmes qui peuvent donc résider dans cette région. La difficulté de prendre la parole à la fin, c'est que tout a été dit. Et donc, je vais pas, j'avais rédigé donc toute une intervention qui va être envoyée par le secrétariat, j'espère, par mail, où il y a une analyse sur cette question-là. Mais j'aimerais seulement rebondir sur 2 ou 3 points. 1, la question de la situation sud-sud et la question de relation entre le nord et le sud au moment de ce grand projet de l'Union pour la Méditerranée, qui ce n'est pas seulement un projet, il faut faire avec, il sera là le 13 juillet, et tous les instruments aujourd'hui, toutes les politiques, c'est bien lancé pour officialiser cet espace. Dans cette région, nous avons beaucoup de structures qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Il y a l'UMA, il y a la Ligue arabe au Caire, il y a les États-Unis d'Afrique avec le projet de CET, donc à Tripoli. Il y a l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, même si à Jeddah, mais pilotée actuellement par les Turcs. On voit que dans cette région-là, toutes les grandes organisations, qu'elles soient régionales ou continentales ou même transcontinentales, vivent donc une situation de paralysie. Au moment que le Nord, qui met en place sa structure européenne, au niveau de la commission élargissement, avec toutes les difficultés que nous avons donc rencontrées quant à ce qu'on appelle entre élargissement ou plutôt approfondir donc l'Europe. Le Conseil de l'Europe, les conseils de sécurité européens, on voit que l'Europe met sa structure, construit sa civilisation, au moment que le Sud encore, il est réfugié dans ses contradictions et ses problèmes. Troisième point, c'est que ce projet de l'Union pour la Méditerranée, certes c'est un projet français qui a été soutenu par les Espagnols et par les Italiens. Une fois venus aujourd'hui à Bruxelles, nous avons vu une opposition allemande, mais une opposition allemande qui était suivie par pas mal de pays européens. Alors la question qui est posée, est-ce que seulement par souci d'élargissement, qu'il faut absolument s'ouvrir seulement à l'Est, ou il y a une autre difficulté? Hier, Abidi a soulevé un vrai problème en disant que, attention, l'espace Euromed existait déjà sur le plan sécuritaire, le 5+5. Il a toujours fonctionné. Il n'y a pas de nouveauté. La seule nouveauté aujourd'hui, c'est le 11 septembre, qui est aujourd'hui une crainte, il y a aujourd'hui une méfiance, il y a aujourd'hui donc toute cette montée d'islamophobie dans le nord, et en même temps qui provoque dans le sud une montée, ce que j'appelle d'occidentophobie. Et donc nous vivons aujourd'hui une situation vraiment de choc, cette situation de choc qui est nourrie par ce climat de non-confiance, et en même temps ce climat qui est résultat naturel d'une politique qui ne s'appuie pas sur les réseaux et les acteurs de la société civile qui, elles, travaillent beaucoup sur la question de la promotion de la démocratie, de l'alternance et de droits de l'homme. La question des minorités. La question des minorités aujourd'hui est une question non seulement culturelle, mais une question aujourd'hui devenue une question très politique. Tous les ans, le département américain sort son rapport sur la question l'expression et la pratique religieuse dans le monde. Et on voit que dans chaque rapport, il y a au moins 5 pays arabes qui sont convoqués et rappelés à l'ordre sur la question de la liberté religieuse dans ces pays. On voit que les Américains, le projet américain dans la région, c'est d'utiliser cette carte dite des minorités, comme en Irak, entre
musulmans et chrétiens, entre sunnites et chiites, entre arabes et kurdes. Au Liban actuellement, dans notre région ici, dans le Maghreb, avec la question des minorités, majorités, berbéro, arabo, etc. Donc, avec les Coptes en Égypte, avec le sud du Soudan et le Darfour, on voit fleurir ces questions-là des minorités, qu'aujourd'hui le rôle de certains pays européens, c'est d'essayer de ramener ces questions des minorités sur un plan plus politique. Et je crois que pour nous, alors quand je dis pour nous, certains acteurs voient que du côté très positif, la mise en place de ce type de structure, parce que ce n'est pas la question de l'insuffisance des structures aujourd'hui qui pose problème, ou la multiplication des structures qui vont poser problème. C'est question, quel contenu demain on va donner à ce type de projet. Aujourd'hui, il y a une dynamique. On ne parlait pas de la Méditerranée, on ne parlait pas de la question du dialogue. Mais aujourd'hui, on parle du dialogue des religions, alors qu'en France, tradition laïque, très laïcard, on parle aujourd'hui de la nécessité de l'enseignement du fait religieux, la question de la place des religions dans les sociétés modernes, la question de l'évolution du rapport entre le culte et l'État et la société norme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce type de question revient en force, et donc il faut absolument l'encadrer dans un espace. Et je finis par un dicton d'un cheikh qui était l'un des grands réformateurs de la pensée islamique en Algérie, le cheikh Bachir al-Hamid al-Badiz. Cheikh al-Hamid al-Badiz, qui fut donc le fondateur de l'association des ulama en Algérie en 1930, avait un dicton en disant لا تتحرر الأمم إلا بشيئين إما للعلم وإما بالظلم فأما العلم فنحن منه براء وأما الظلم فاللهم زدنا منه. Il disait ce que les nations ne se libèrent que grâce à la science, à le savoir, l'éducation, l'enseignement, ou par l'injustice, c'est-à-dire quand il y a l'oppression. Quand on parle des instructions, donc de l'enseignement et le savoir, donc on est loin d'être dans cette défense, et puis demander à Allah qu'il y a plus d'injustice.